Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast potentiel. Merci à toi. Merci beaucoup, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci, je t'ai proposé en fait si tu voulais te présenter parce qu'en fait, tu as un profil, mais alors des plus Mmh. atypiques, là, faut bien le dire. Oui, c'est effectivement pas simple. En fait, moi ce que je dis souvent pour me présenter, c'est que, déjà ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, c'est pour ça que mon profil il est atypique dans le sens où ça fait longtemps que je overshare par Mmh. rapport à ma vie. Ça a commencé parce que je parlais d'éducation bienveillante, ensuite d'écologie, enfin voilà et effectivement, j'ai fait pas mal de choses différentes. À la base, moi je suis monteuse vidéo dans l'audiovisuel. Et ensuite, je me suis formée chez toi, et j'ai fait pas mal d'autres formations, de PNL, d'hypnose, de plein de choses différentes parce que, comme je pense beaucoup d'atypiques, les sciences humaines, ça me passionne, le fonctionnement, la communication, comment faut parler aux gens, tout ça. Comme c'est pas toujours très clair et que j'ai senti un décalage depuis fort longtemps, je me suis dit: «Ah, je vais peut-être me former quand même pour mieux comprendre» et D'accord. maintenant, je suis coach pour femmes atypiques et j'ai, la particularité d'avoir, un TDAH et mon fils aussi, il est aussi multi-10 donc voilà, j'ai plusieurs casquettes dans le sens où je suis maman, j'ai découvert mes neuroatypies, comme pareil beaucoup de Mmh. personnes, en faisant tester mon fils et j'ai aussi une petite fille et voilà, donc c'est un petit mélange de plein de choses et c'est vrai que sur les réseaux, je partage énormément, de contenu, on va dire lifestyle parce que mon but, c'est vraiment de partager sur comment vivre mieux en étant atypique et ce que j'adore, c'est parler de sortir des dogmes, sortir des injonctions, sortir un petit peu des conventions sociales pour dire aux gens: «Eh, allez, venez, on fait ce qu'on veut». Ah mais carrément. Mais tu sais que je sais pas, enfin voilà, mais je sais pas si tu savais, mais je te suis, depuis je pense 2017 sur les réseaux sociaux. Oui, ça fait longtemps parce que moi, c'est vrai que quand mon fils, a été diagnostiqué, c'est toi la personne ressource que j'ai trouvée sur les réseaux, donc clairement, j'ai lu, plein de livres, j'étais à fond, tout ça et c'est vrai qu'au final, au départ, je me suis vraiment surtout intéressée, d'ailleurs, c'est ce que tu faisais toi, au départ, tu parlais Mmh, surtout beaucoup des enfants. c'est vrai. Hem et de fil en aiguille, je me suis dit: «Allez, mon enfant a grandi si je m'occupais de moi». Carrément, non, c'est vrai. Bah, on y reviendra, mais beaucoup de femmes, et je pense que tu le vois maintenant toi aussi dans ton métier, beaucoup de femmes s'intéressent à leurs propres atypies parce Mmh, qu'elles se sont intéressées aux atypies de leurs enfants, en fait. mmh, complètement et parce que comme on est des personnes en général qui aimons creuser et dès qu'il y a un sujet qui nous intéresse, on va, fouiller et aller dans l'expertise totale et tout Carrément. ça, bah, c'est vrai qu'on a tellement besoin de comprendre, de savoir, de se rassurer et puis c'est surtout aussi, la difficulté de l'expliquer à soi et aux autres. Mmh. Pour qu'on arrête de nous dire: «Il est bizarre ton enfant. Non mais tu crois vraiment qu'il est surdoué et tu prends pour un génie? Non Mmh. mais nanana» et du coup, Ah, on a be c'est clair. on a tellement besoin nous, en tant que femmes, on nous croit, malheureusement très peu, en fait. On est très peu écoutées, très peu entendues et pourtant on a la charge presque totale la plupart du temps malheureusement de nos enfants et c'est vrai qu'on a tellement ce besoin de comprendre, de creuser Mmh. pour se l'expliquer à nous, se l'expliquer aux autres qu'en fait on devient des super, détectives C'est vrai. sur tout ce qu'il y a, quoi. Donc voilà Mmh. comment on en vient à devenir, une personne qui accompagne les autres parce qu'on se dit, «Bon là quand même, j'ai quand même beaucoup creusé le sujet, je vais partager tout ça». Et alors du coup, tu nous as mis l'eau à la bouche et c'est vrai que moi je t'ai invitée aujourd'hui parce que je trouve que ce que tu partages sur les réseaux sociaux et notamment sur le TDAH, parce que tu partages aussi d'autres choses, je le trouve criant de vérité. Tu as cette faculté, en fait, de montrer des exemples concrets et je pense que c'est ce qui nous manque, en fait, des exemples Mmh. concrets du quotidien où les gens peuvent se dire: «Mais attends, ça me parle» et Mmh. et peut-être qu'à force de voir des signes comme ça, se dire: «Mais peut-être qu'il faudrait que je creuse». Donc moi, j'aimerais déjà te demander comment tu as découvert, alors tu nous as dit à travers tes enfants, mais Mmh. est-ce qu'il y avait des signes dans ton enfance? Parce qu'on sait très bien que, bah, ça apparaît pas du jour au lendemain, le Mmh. TDAH. Pourquoi, d'après toi, tu n'as pas vu ça avant? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille? Enfin, des choses comme ça. Mmh. Alors déjà, effectivement, pour par exemple être diagnostiqué TDAH, il y a plusieurs choses. C'est qu'il faut effectivement que ça soit intervenu durant l'enfance et surtout il faut que ce soit un handicap dans la vie. Parce qu'au final, si c'est des troubles qui en soi, tu te dis juste, bon, parfois c'est pénible, mais c'est pas handicapant, bah voilà, il n'y a pas de sujet en fait. On n'a pas besoin d'être aidé ou quoi. Et je dis ça juste parce qu'on va pas pouvoir faire une conférence entière sur le TDAH et tout ça, mais malgré tout, c'est quand même un trouble qui évolue dans la vie, surtout chez les femmes, à cause des hormones en fait. Mmh. Donc c'est présent depuis l'enfance
Mais les changements hormonaux et le fait que nous, dans nos cycles, on ait, des, changements au niveau, de tous les neurotransmetteurs et de tous les hormones, des oestrogènes, toutes ces choses-là et ben, ça va impacter la dopamine et donc ça impacte et ça fait que hyper souvent, par exemple, c'est pas rare que des femmes, arrivent à la ménopause et se fassent diagnostiquer à ce moment-là de TDAH parce que, la fluctuation hormonale fait que les symptômes deviennent plus forts. Donc C'est ça. malgré tout, voilà, il y a quand même des choses qui évoluent au cours du temps et tout ça. Moi, si tu veux, faudrait même aller plus loin que moi, faudrait aller vers mon père évidemment parce que donc il y a quand même, on dit que les chiffres, c'est à peu près 70 de génétique, au niveau du TDAH. Il y a des facteurs environnementaux, il y a plein de choses, hein. Mais possiblement c'est quand même, alors c'est pas forcément génétique, c'est héréditaire. Mais mon papa, par exemple, il avait des particularités. Alors moi, j'adore les exemples concrets parce qu'effectivement, je Ouais. trouve que c'est plus parlant et par exemple, mon papa, il peut faire des trucs trop bizarres. Par exemple, en plein, repas, social avec des amis, il va se lever, il va aller regarder la télé. Donc tout le monde pense et tout le monde a toujours pensé qu'il était spécial. Ou par exemple, mon grand-père, il était hyper farfelu et pourtant mon grand-père, il était notaire, donc quand même quelqu'un de noble, quelqu'un qui est quand même respectable. Il y a un côté hyper sérieux dans la posture et pourtant, par exemple, il achetait des petits cacas en plastique et il déposait ça, devant chez les gens et en fait, le côté impulsivité, le côté sans filtre, tout ça, c'est quand même un truc qui était un peu familial et quand, j'étais petite, j'avais un peu cette impulsivité. J'avais pas forcément d'hyperactivité, physique motrice, mais j'étais farfelue, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on me disait: «Ah bah toi, tu es un numéro. Oh bah toi, nanana». Donc je faisais ce show, je faisais le spectacle et moi j'étais là, mais même d'ailleurs dans ma présence sur les réseaux, pendant longtemps, j'étais là: «Mais pourquoi j'ai autant envie de raconter ma vie? Enfin, ça n'a aucun sens!» Mmh. Tu sais, le côté un peu: «Pourquoi je suis aussi égocentrée? Pourquoi je suis aussi impulsive?» ou c'est vrai que dans le TDAH, on a ce côté un peu oversharing, on partage, on partage, on partage et d'un autre côté, parfois, au contraire, on va être en mode: «Non, là, je suis en PLS, je partage plus rien, laissez-moi Mmh. tranquille» et ce côté un peu, effectivement, on comprend pas trop bien, genre, bah, attends, je sais pas, genre, un jour, tu telle personne, on pourrait même dire un jour tu tel personnage et un autre jour, t'es complètement différente et en fait, c'est plus ça, qui après coup me fait, voilà, réfléchir à tout ça. Faut savoir que le TDAH, c'est vraiment alors c'est un trouble, déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais en réalité, c'est un trouble de la dysrégulation et je pense que ça, c'est vraiment important à comprendre parce que le côté dysrégulation, ça peut du coup faire qu'on dit aux gens: «Tu instable». Bon, ça peut être le cas de toutes les personnes atypiques en vrai, hein, Qu'est-ce mais que c'est tu vrai que attends? c'est Quand tu dis ouais. dysrégulation, est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs? Parce que je suis pas persuadée qu'ils comprennent bien. Oui, ben, en fait, dysrégulation, c'est une difficulté dans le cerveau à réguler. Donc, ça va être difficulté à réguler, bah, typiquement le taux de dopamine, par exemple, qui va être, difficilement, régulé et le taux de dopamine, en fait, c'est un peu et la sérotonine aussi, c'est un peu des neurotransmetteurs qui permettent, d'être heureux, c'est un peu un truc du bonheur, c'est pour, dans ton cerveau, quand tu as un peu de dopamine, tu es en mode genre: «Wouhou, tout va bien» et ben, nous, on a des pics qui fluctuent de dopamine. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais en fait, on pourrait dire que c'est un trouble de la régulation de soi, le TDAH. Mmh. Donc c'est un trouble de l'autorégulation, c'est aussi un trouble, du coup, de l'attention. Donc on peut être complètement hyper focus sur un truc, bon, souvent qui nous intéresse quand même et être sur un ennui total quand il va être question d'autre chose et avoir, 0 possibilité de passage à l'action et tout ça. En fait, c'est un trouble des fonctions exécutives. C'est vrai que ce serait un peu long à expliquer ici, mais j'ai un blog ou des trucs, puis voilà, les gens, si ça les intéresse, ils peuvent Je aller mettrai creuser, tout, de toute façon oui, en barre voilà, d'informations si vous voulez avoir le travail de Marie et c'est ça, toi, c'est vrai que c'est donc large comme ouais, du coup, tu parlais au niveau de ton père, des signes qui auraient pu ouais. tu vois? Alors, est-ce que lui, il est au courant de ça? Est-ce qu'il sait que tu as un TDAH maintenant? Est-ce que vous en avez parlé par la suite? Oui, alors moi, par exemple, ce que j'ai dit à mes parents, typiquement, moi, quand j'étais petite, on me disait que j'étais un peu instable, un peu fofolle, un peu truc et des fois un peu capricieuse, genre, oh, Mmh. quand j'étais fatiguée, surfatiguée, enfin vraiment comme il y a cette idée de régulation difficile du cerveau, il y a ces pics, ces hauts, ces bas et tout et par exemple, moi, je faisais,
je changeais d'activité tous les ans. C'est-à-dire que je commençais, je faisais du volley. Non, l'année prochaine, je vais faire ci. Non, l'année prochaine, je vais faire ça. Mmh. Et mon père, il me disait toujours: «Ouais, mais tu pas la niaque, regarde, tu commences un truc, puis finalement, tu te Exact. démotives». Mmh. Et moi, c'est vachement le truc, c'est un petit peu le, point de départ enfin, je suis partie de ça pour expliquer mon TDAH à mes parents. Je leur ai dit: «Vous vous souvenez quand j'étais petite, Mmh. je voulais toujours faire ça». Puis ensuite, vous me disiez: «Oui, mais tu pas la niaque, tu» et d'ailleurs, hyper souvent, les personnes avec un TDAH, on leur a dit: «Putain, mais tu vraiment un peu une feignante, quoi, tu vois? Parce que tu passes pas à l'action, tu procrastines, nin donc ça amène évidemment une mauvaise estime de soi, tout ce qui va avec Ouais. et en fait, effectivement, moi, mon avantage quand même, c'est que comme mon fils a été diagnostiqué, donc 1 chose qu'on ait fait, c'est un test de QI parce que les maîtresses m'alertaient, il faisait pas des bonhommes, il écrivait en miroir, ils m'ont dit: il est peut-être Mmh. un peu teubé ton fils». Ah ouais, carrément. Oh, c'est fou C'était quand même les carrément ils m'ont préjugés, dit: «C'est possible que votre fils, il a un retard mental parce que quand même, il est chelou». C'était un en Ah! vrai, c'était ça. Oh là là. Donc on fait Non un mais test de attends, Q en tant que parent, tu te prends ça? c'est horrible et puis j'ai quand même eu mon fils à 23 ans, Ouais. donc tu pas armé pour ça, enfin, tu Mmh. vois? Mmh mh. Et bref, 1 truc, c'est test de QI, donc là, tout ce qui va avec, hein: «Mais tu crois vraiment que ton enfant est un génie? Mais pourquoi tu fais ça? Mais enfin, pourquoi vous voulez mettre une étiquette?» Bref, je vous la fais, je pense que courte, vous savez de quoi on parle. Ensuite, test de QI qui s'avère haut, donc on dit: «OK, bah, du coup, c'est pas ça qui pose des problèmes pour l'écriture ou tout le reste». Parce qu'il a pas de déficience mentale, donc voilà. J'ai évidemment, vous vous doutez, j'avais aucun doute là-dessus, mais bref, moi, j'étais une bonne petite soldate, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Ouais. Ensuite, on va faire plein de tests et là, il s'avère qu'il est diagnostiqué, multidys, donc enfin, pas dyscalculique, dysgraphique, dysorthographique, un peu de dyspraxie, et TDAH avec impulsivité sans hyperactivité. Hem, donc là, déjà, ça devient un peu plus sérieux pour mes parents, pour notre famille et tout ça, pour l'entourage. Parce que quand même, ça veut dire aménagement, ça veut dire dossier à la maison du Mmh. handicap, ça veut dire, aide de vie scolaire à l'école. Donc on est quand même sur un truc où on est en mode: «Non, en fait, on voulait pas le mettre dans une étiquette, on voulait juste qu'il ait une vie sympathique» C'est et bien dit, c'est très bien dit ce que tu dis, parce que c'est toujours la crainte des étiquettes, on l'entend encore beaucoup et j'aime beaucoup ouais, la punchline que tu nous as dit, c'est juste qu'on a envie oui, qu'il ait une vie sympathique, en fait et le bah, c'est comprendre, ça. c'est ça, c'est ça. Et malheureusement, c'est vrai que c'est le problème, c'est beaucoup les petits garçons qui sont diagnostiqués et beaucoup moins les petites filles parce que Ouais. c'est vrai que, bah, voilà, Charlie, ah, il est dans la lune, il est passionné par tel truc au point où, vraiment, il était fou de plein de sujets différents, mais un peu atypiques, un peu restreints, un peu spécifiques et finalement, avoir, tout ça nous a permis de mettre des mots et si tu veux, c'est vrai que ça nous a aussi permis de valider, de légitimer aussi, ce qu'on ressentait Mmh. et même et malheureusement on en a besoin, mais aussi envers les autres, envers l'extérieur, Bien pour que sûr. la maîtresse, et tout ça arrête de croire qu'en fait la maîtresse m'a quand même dit, «Vous êtes différente, donc vous avez élevé votre enfant d'une manière différente parce que ça vous fait kiffer d'être différente». J'étais là genre mais Ah elle a ouais! juste dit ça parce que effectivement, je m'habille assez coloré, donc les gens, ils ont tendance à se dire: «Ah, elle est un peu farfelue celle-là». Mmh. Mais juste pour un truc un peu extérieur, elle m'a dit: «Vous êtes différente» et moi, j'étais là, un peu choquée de ce que j'entendais parce que j'étais un Elle peu a la bref. palme, elle a la palme, hein. Ah bah, elle, c'est très compliqué, vraiment, si j'avais pu, ouais, si, ouais, c'est compliqué et bref, donc il y avait quand même pour mes parents ce truc-là, OK, ça existe. Parce qu'il y a quand même ce truc de: «Non, c'est n'importe quoi, Mmh. c'est une mode, blablabla». Charlie, mon fils, ne peut pas écrire ou très difficilement. Alors Mmh. maintenant, il peut lire, il a fait beaucoup d'orthophonie et plein de choses, mais écrire, c'est extrêmement compliqué et par exemple, heu il y a plein de choses qui sont compliquées, qui paraissent folles. Parce que, par exemple, si tu dis que mon fils, il a un haut QI, mais qu'il sait pas écrire, les gens, ils sont là: «Ah mais c'est pas possible». Ouais, Tu vois? c'est exactement Parce ça. qu'en fait, il y a tellement de méconnaissances, Mmh. même par rapport au QI et toutes ces choses-là. Bref, donc mes parents, ils me prenaient au sérieux déjà par rapport à ça. Et après, je parle de mon TDAH, donc quand même des années plus tard, parce qu'il m'a fallu du temps, moi, pour comprendre ce qu'était vraiment le TDAH, hein. Parce qu'en fait, moi, au départ, j'étais vraiment en mode: «OK». La psy, qui a diagnostiqué Charlie, la psychiatre, c'était une neuropsychologue ou une neuropsychiatre, heu, m'a parlé, hein, pour moi, assez rapidement et m'a dit: «Mais vous savez, dans votre profil, il me semble que vous pourriez Mmh. être atypique», tout ça. Parce que souvent, pendant les, séances, Charlie parlait très peu, mon fils. Donc on basculait parfois sur moi, sur notre vie de famille et tout. Et bref, et moi j'étais un peu en mode: «Ouais, OK, très bien» et finalement il m'a fallu du temps pour mettre des mots et pour me dire: «OK, je m'intéresse à moi» parce qu'en vrai, c'est effectivement handicapant dans ma vie du quotidien et quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai envoyé tout un dossier de recherche sur ce qu'est le TDAH.
Je sais pas si, ça parlerait à tout le monde, mais moi, ma difficulté souvent, c'est que quand j'ai un intérêt spécifique et que je suis à fond dans le truc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça intéresse que moi et pourquoi les autres, ils sont pas en mode genre: «Oh, «C'est incroyable! Mais tu as trouvé ça? Mais vas-y, mais montre-moi telle vidéo et tel podcast et tel truc» et à chaque fois, je suis un peu toute seule dans mes délires. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé un blog et pour oversharer par rapport à tous mes intérêts spécifiques. Parce que c'était tellement entier en moi, c'était tellement prenant et tout ça me fascinait tellement que j'avais besoin de partager, partager, partager. Et bref, ça a un peu fait un flop, c'est retombé comme un soufflé chez mes parents, parce qu'en gros, j'ai expliqué à mon père pourquoi par A plus B, clairement, il avait un TDAH, en expliquant vraiment avec des trucs concrets, des trucs, des machins, la génétique, le bidule, le truc. En plus, dans notre famille, nous, on a vachement de dyslexiques des 2 côtés, chez ma Mmh. mère, mon père. Et ma mère a une sœur qui est autiste, donc voilà, on a quand même pas mal de troubles du neurodéveloppement dans notre famille et mais ça a toujours été un peu tabou, Ouais, comme ouais. dans pas mal de familles, je pense. Et en fait, mon père m'a juste dit: «Oui, enfin, tu sais, moi, je suis juste feignant». Ah Et mon ouais. père, il a pas du tout même, accepté finalement, de creuser le sujet. Mon papa, je pense que il a été notaire aussi, il est à la retraite maintenant, mais c'est vraiment une personne qui a souffert de ça, parce qu'il est farfelu, parce qu'il a des troubles de l'attention, parce qu'il est particulier, parce que tout le monde dit qu'il a un poil dans la main, Mmh. que ses troubles, par exemple, partir en plein milieu d'un repas parce qu'il est surstimulé, ça n'a jamais été compris. Et en fait, il passe pour quelqu'un de malpoli, il passe pour quelqu'un de farfelu, d'impulsif et tout ça, alors qu'en réalité, c'est un trouble. Mais en fait, l'acceptation du trouble, même chez nous, je vois, moi, les personnes que je coach, c'est un délire, en fait, presque, faire de la psychoéducation, donc éduquer les gens sur ce qu'est le TDAH et les troubles du neurodéveloppement, c'est une énorme partie du travail, mais surtout l'acceptation du trouble, c'est une énorme partie du travail et Mmh. parfois on est dans le déni, parfois c'est pas le moment et parfois surtout, c'est compliqué et c'est marrant parce que souvent, les personnes qui ont vraiment été diagnostiquées, par un psychiatre officiellement TDAH, elles disent: «OK, j'ai un TDAH», mais c'est comme si elles l'entendaient mais qu'elles le processaient pas. Tu vois, il y a un espèce de truc comme ça, genre: «OK, je l'entends, bah, bisous» et elles continuent leur vie comme avant. Sauf qu'évidemment, ben, burn-out, hein, bisous, au revoir. C'est ça. Et c'est triste parce qu'en fait, c'est pour ça que moi j'aime partager les choses avec simplicité, authenticité et réalité, pour dire aux gens: «Oui, oui, c'est un trouble, non, c'est pas un super pouvoir, oui, ça fait chier et et voilà comment on peut faire». Et c'est vrai que moi, mes accompagnements, ils sont surtout basés sur, la psychoéducation et puis, créer de l'automotivation, comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et puis aussi, être doux et mettre de l'amour sur nos fonctionnements, en fait, tu vois? Et tu m'offres une belle passerelle pour la question suivante. Parce que tu vois, je trouve que justement on utilise beaucoup, d'adjectifs, à qui sont péjoratifs, qui sont Mmh. en consonance négative, tu vois? Comme, là, tu nous parlais d'avoir un poil dans la main, je suis juste fainéant. C'est des choses Mmh. qu'on entend dans notre entourage. À un moment donné, quand tu parlais de toi, tu disais: «Mais voilà», je me disais: «Mais je partage trop, donc comme je ne suis pas Ouais. comme il faut. Je suis trop impulsif, je dis trop de choses, enfin voilà, pourquoi je Mmh. pars dans tous les sens? Pourquoi?» C'est effectivement, clair. ouais, voilà. Ou tes parents qui te disaient: «Bah, mais pourquoi, voilà, tu continues pas, que tu vas pas jusqu'au bout des choses?» Donc on a vraiment une vision très, très négative et tu l'as dit toi-même, ça nous affecte dans la confiance en nous, sur l'image qu'on a de nous. Hem, donc est-ce que tu dirais que toutes ces difficultés-là, une fois que tu sais que tu as été TDAH ou des personnes que tu accompagnes et une fois qu'elles savent, est-ce que tu as la sensation qu'on change de regard et est-ce qu'on arrive à voir aussi les forces et les atouts, en fait, de cette particularité? Oui, complètement. Je pense que la grosse difficulté, c'est vraiment au départ d'accepter ce trouble et d'accepter que oui, on est plus fatigué que les autres, que oui, parfois on a du mal à passer à l'action et qu'on a besoin d'aide pour ça, que oui, on a besoin d'aide humaine en fait. Tu vois, mais Mmh. parfois l'aide humaine, ça va juste être appeler quelqu'un pendant qu'on fait le ménage à se motiver ou faire du body doubling, ça veut dire regarder quelqu'un en train de faire une tâche, genre trier son placard et truc, tu vois, donc il y a quand même des petites choses à faire. Et une fois effectivement qu'on comprend le trouble, Mmh. on s'éduque sur le sujet et ça prend du temps, hein, parce que voilà. Heu et tout ça, en fait, déjà moi, j'ai vraiment, cette chape de plomb quand j'ai compris ma différence, en fait, qui s'est mais enfin vraiment, il y a eu une libération qui s'est faite quand j'ai compris parce que ça m'a enlevé tellement de honte et de culpabilité d'être différente. Tu vois? Il y a vraiment
La difficulté, en fait, c'est ça, c'est que souvent, on n'ose pas parler de nos problèmes, on n'ose pas parler de ce trouble et on n'ose pas dire: «Putain, ben, moi, me mettre à l'action, c'est difficile». Parce que ça Mmh. paraît tellement simple, en fait. Tout le monde arrive à structurer ses pensées, comme tu l'as dit. Les personnes, TDAH, reçoivent, je sais plus le chiffre, mais je ne sais pas combien de pourcentage de plus de critiques, par rapport à leur fonctionnement dans leur vie. Donc à force, bah, on a une très mauvaise estime de nous, heu et puis on se sent un peu comme ça, un peu dévalorisé, on se sent un peu nul et tout. Donc je dirais que déjà, ça permet d'avoir une meilleure estime de nous, ça permet de se comprendre et ça permet d'être vraiment dans une action positive et d'être dans un finalement, c'est vraiment ce cercle positif c'est un cercle vertueux qui se met en place, en fait. Mettre de la douceur sur qui on est, sur ce qu'on fait et capter tout ce qui est positif. Alors, j'ai cherché des études sur ce sujet-là. Est-ce que les personnes TDAH sont plus créatives objectivement que les autres? Et a priori, c'est compliqué, il y a pas forcément eu Mmh. d'études. Il y a quand même de plus en plus d'études, hein, sur le sujet, mais par exemple, il y a plus d'études sur le côté, compliqué. Par exemple, il y a plus de personnes TDAH qui vont, choisir des métiers en étant indépendants, mais par choix, mais aussi parce que, ils ont une fluctuation d'énergie, toutes ces choses-là. Les études, elles montrent quand même que pour l'instant, il y a pas, une énorme, positivité, alors que je suis persuadée qu'il y en a une et d'ailleurs, j'ai vu qu'à la NASA, ils cherchaient des profils atypiques, par exemple. Ils cherchent des personnes dyslexiques, ils cherchent des personnes TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, parce qu'on il y a énormément de personnes atypiques qui sont, extrêmement, douées et qui, bah, par exemple, je pense à Steve Jobs, je pense à des gens comme ça, en fait, qui sont neuroatypiques et qui ont vraiment bien fonctionné. Donc il y a du positif. Moi, je suis assez persuadée qu'il y a une certaine créativité et surtout, souvent on dit en anglais «think out the box», tu vois? Genre, ils pensent autrement. Mmh Mais mh. je pense que c'est la particularité aussi de toutes les personnes atypiques. Il y a un fonctionnement qui est vraiment, propre à nous. Alors, on n'oublie pas que quand même tout ça, c'est des spectres, hein, je veux dire, une personne TDAH va être super différente d'une autre. Moi, Mmh. j'ai telle particularité, une autre personne serait vraiment différente selon ton caractère, ton âge, ton sexe et tout ça. Mais quand même, il y a des super, super, super choses. C'est que franchement, en général, on est quand même un peu fun. Et puis, on est atypique, en fait. Et c'est un super truc parce que, ça fait du bien. Souvent, les personnes atypiques, c'est quand même des personnes, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui les différencie. On ne sait pas pourquoi, mais elles pensent d'une manière qui permet de faire un petit pas de côté et de voir les choses, voilà, sous un autre angle et finalement, mais tu vois, par exemple, moi, le truc qui peut être vachement enfin, on me le reproche pas, mais on pourrait, tu vois? En coaching, j'utilise, le tarot, les cartes ou les choses comme ça, un peu comme des lanceurs de discussion, par Mmh. exemple. Et tout de suite, les gens vont être un peu en mode, «Ah, c'est chelou. Ah, mais tu mélanges les trucs, tu bidules» et finalement, je trouve que les personnes TDAH ou les personnes atypiques en général, elles ont cette faculté peut-être hem, de pas avoir de frontières, tu vois? De pas se Mmh. dire: «Attends, faut faire» c'est ça, il y a vraiment une ouverture d'esprit, je pense, mais que plein d'autres gens peuvent avoir, hein. Enfin, je suis pas en train de dire qu'on est Mmh. les meilleurs et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça reste un trouble, mais quand même, on a des facultés que les autres, peuvent un peu plus galérer à avoir et je pense aussi que même, sans parler du trouble, le fait qu'on puisse parfois se sentir un peu en décalage et tout ça, fait qu'on a une énorme résilience, parce que, bah, on a subi pas mal d'obstacles, tu vois? Mmh mh. Et avoir une bonne résilience, c'est aussi, je pense, amener un peu de douceur dans le monde. C'est aussi sûrement, alors il y a des cons, hein, TDAH, il y a des, gens méchants TDAH, évidemment. Mais malgré tout, je pense que le fait de souffrir un peu de ce décalage, ça amène souvent à avoir plus de cœur, en fait, tu vois? Mmh. Je vois très Ça bien, amène je vois tr peut-être une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande bienveillance et je dirais même plus d'inclusivité. mmh. Souvent les personnes neuroatypiques, elles ont aucun problème sur, les trucs de genre, sur, Mmh. l'homosexualité, enfin, il y a j'ai remarqué ce truc-là, Mmh. qui est vraiment, plus dans l'ouverture vers le monde, en fait. Mmh Hem mh. Évidemment, alors les personnes TDAH, ça représente à peu près 5 de la population, donc il y a pas que 5 de la population qui, aiment, l'inclusivité, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut avoir un peu qui peut être chouette dans nos profils, voilà. Je pense qu'il faut pas minimiser que c'est un trouble. Comme je te l'ai dit, dans le diagnostic, il faut que ce soit un handicap dans ta vie pour qu'il soit validé. Sinon, bon, bah, écoute, continue à vivre ta vie et kiffe. Mais
Effectivement, je pense qu'à terme, cette histoire de la NASA qui prend des profils atypiques et tout ça, ça va continuer et ça va être encore plus large. Parce que je pense qu'intégrer les profils atypiques dans les entreprises et tout ça, c'est intéressant. C'est Alors peut-être un peu chiant pour les arrêts maladie parfois et la fatigue, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais c'est bien parce que ça permet de voir le monde autrement. Super et alors merci beaucoup, toutes ces infos et c'est vrai, je remarque également que dans le monde militant, on retrouve beaucoup de profils atypiques, par exemple. Ouais. C'est quelque chose, voilà et qu'importe, le militantisme. Hem, du coup, pareil, je te fais un magnifique pont. Tu parles de difficultés. Quelles sont selon toi les difficultés, plus spécifiques donc du TDAH, mais à la fois dans le monde professionnel et personnel? Parce qu'on parle beaucoup dans le monde pro et je pense que les gens le comprennent, mais j'aimerais bien que tu reviens là-dessus, que tu puisses revenir dessus, mais aussi personnellement. C'est quoi les difficultés, tu vois, Mmh. que ça soit dans la vie conjugale, à les amis, Ouais, en tant que parent, lorsqu'on devient parent, tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. ouais. Alors il y a un mot, qui me fait marrer, dans le TDAH, ça s'appelle la tachypsychie. Donc on connaît la tachycardie, c'est quand ton cœur bat très, très vite. La tachypsychie, c'est quand tes idées vont très, très vite. J'adore! J'avais jamais entendu, j'adore! Et j'adore ce mot parce que ça, c'est fatigant pour les gens. C'est vrai qu'on peut fatiguer. J'avoue, moi, l'entourage dit souvent, hein, on a souvent entendu l'entourage dire, je pense quand on a TDAH: «Tu fatigante, quoi». Ouais, de Mmh. ouf. Surtout si tu as un petit TSA qui traîne et que tu as des intérêts spécifiques qui, envahissent énormément ton Mais tu tournes en boucle sans arrêt sur nous, on le dit à la maison, on est monomaniaque parce qu'on a bah nos oui, phases aussi et vraiment c'est insupportable et puis en plus on n'a pas tous les mêmes sujets, sur bien lesquels on sûr. s'intéresse donc en fait c'est des dialogues de sourds. Il y en a, ils parlent d'un truc, l'un de l'autre, en fait chacun est dans sa tête. Mais c'est ça qui est très drôle. Moi, avant de comprendre, que ça venait du TDAH, parce que j'avais entendu que j'avais un TDAH, mais j'avais pas capté comment ça colorait mon quotidien, en fait. Mmh. Je comprenais pas parce qu'en fait, tu vois, j'ai commencé mon blog et mes partages sur l'éducation bienveillante. J'ai switché sur l'écologie, je suis devenue végétarienne à fond, à fond, à fond. Je me suis même fait, un stock de fin du monde en mode: «Ouais, le monde va Survivalisme. s'effondrer». Du coup, j'étais à fond, mais je fatiguais Ouais. les gens. J'étais là: «Faut arrêter de manger de la viande». Du coup, les gens n'en pouvaient plus de moi. Ma mère, elle me disait: «Oh Marie, tu nous saoules avec tes baleines». Après, j'ai switché sur la spiritualité en mode: «Oh, mais c'est génial, imaginez, s'il y a une vie après la mort ou si Mmh. tout ça, ça fonctionne». Donc j'étais à fond sur les livres, sur tous les trucs scientifiques, sur les expériences de mort imminente, tous ces Mmh, trucs, mmh, mmh, machin, mmh. les études, les bidules, j'étais à fond. Du coup là, c'était plus, la le zéro déchet qui avait envahi ma maison, mais c'était plutôt, le tarot, des livres, à non plus pouvoir sur les, Je me expériences de mort imminente rappelle! Je t'ai suivi et tout. pendant quelques années, donc je me rappelle. Donc voilà, il y a eu cette phase et bref et ce qui était effectivement pénible pour les gens, c'est qu'à chaque fois qu'ils me revoyaient, j'avais un nouveau délire, quoi. Ils étaient Mmh. là genre: «Oh putain, tu nous fatigues». Et en fait, ça, c'est fatigant. La tachypsychie, ce qui me fait rire dans ce truc-là, c'est que des fois, je me couche, plein de gens, hein, je pense ont ça, il y a pas que les TDAH, mais mon mec, il en peut plus, je suis en mode: «Et tu te rends compte que truc et machin?» Il me dit: «Mais est-ce que bidule, elle a pensé à ça?» Et des fois, il est là: «Mais pourquoi tu penses à ça? Mais franchement, mais» et puis, en plus, donc il y a quand même ce truc des pensées qui ne s'arrêtent jamais et puis il y a quand même aussi ce côté de je passe du coq à l'âne, Mmh. je m'éparpille, mes pensées n'ont pas, vraiment de lien, alors que dans ma tête, ça a des liens. Enfin, Mmh, genre, mmh, mmh. au dé et puis ce qui a vachement changé Mmh. aussi, c'est que j'étais persuadée que les gens étaient stupides. J'étais là, je les regardais et ils voyaient pas les liens que moi je faisais dans ma tête, tu vois? Mmh. Alors ça, c'est autre Donc chose. Ça, tu vois? oui, Parce que ouais, ça, c'est peut-être une autre atypie dont tu nous as pas encore parlé. oui, peut-être, mais quand même, le mettre des mots sur mes troubles, ça m'a fait capter qu'en fait, c'était peut-être pas forcément j'allais dire le problème, c'était pas forcément eux le problème. J'allais dire: «C'est Oui. pas forcément de leur faute». Enfin, disons: «Non Marie, c'est pas que les gens sont non, qui font pas les mêmes liens que toi et tout, c'est juste qu'en fait, tu as une vision particulière des choses qui fait ça». Donc voilà. Mais du coup, effectivement, pour les gens, je pense que je suis difficile à suivre. Mmh. Par exemple, je me rappelle très bien de ma sœur, hem, qui des fois, m'invite en soirée, elle me dit: «Ouais, j'ai invité Marie, c'est trop bien, on va faire la teuf, Marie elle est super, elle fait des blagues, elle fait rire tout le monde, c'est le clown de service donc quand on invite en soirée, tu sais qu'elle est genre, c'est un bon client». Alors qu'en vrai, des fois, tu m'invites, je suis au bout de ma vie et je reste dans un coin et je suis là genre: «Non mais j'ai pas envie de parler» et je déteste tout le monde et je suis trop mal à l'aise et des fois, limite, je me mets à poil en plein milieu, on sait pas ce qui se passe et donc ça, c'est difficile à suivre, tu vois? Donc il y a Mmh. ça qui est compliqué.
Et puis ce qui est difficile aussi, donc tu me parlais, plus de vie personnelle, mais malgré tout la vie pro, fait qu'en fait nous, quand même, les personnes atypiques, on a quand même envie souvent de changer de vie, on cherche du sens, on s'ennuie vite et ça peut être fatigant. Mmh, mmh, Parce mmh. que, c'est quand même prouvé, hein, que les personnes, TDAH ont moins de sous que les autres ou moins de stabilité professionnelle parce que, bah, on peut pas rester au même endroit pendant des heures et des années et c'est compliqué, quoi. Parce que entre ce truc où tu te dis: «Punaise, il me faut autre chose pour être vivante, j'ai besoin d'autre chose» et ça, c'est dans ton cerveau, tu y peux rien, hein. Enfin, tu vois, c'est un vrai appel de ton fonctionnement cognitif, quoi et le côté oui, enfin, quand même, j'ai 2 enfants, une maison, faudrait peut-être que genre, je les Ouais. nourrisse. Il y a quand même ce truc-là qui peut être fatigant pour les autres. Après, c'est marrant, j'avais vu une étude sur la sexualité des personnes TDAH et il disait que, un peu comme, le côté créatif et tout, Mmh. c'est des personnes qui j'aime bien ce mot farfelu, il me fait rire. C'est des personnes qui pouvaient genre un peu ne pas avoir trop de limites. Il y a quand même, tu sais, par exemple, même chez les personnes TSA, avec le trouble du spectre de l'autisme, il y a quand même ce côté un peu sans filtre, Mmh. en mode, les codes sociaux, on les comprend un peu moins et Ouais. du coup, on est un peu moins en mode, privation, injonction, nin nin nin. Mmh mh. D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi qui me faisait rire parce que les gens, ils étaient là sur mes réseaux: «Ah, c'est marrant, tu te montres en petite culotte, tu fais ça, mais comment tu fais? Il y a pas de truc de» et moi, j'étais là, genre: «Bah, je fais rien, genre, c'est naturel chez moi» et bon, un jour, tout s'est éclairé de pourquoi c'était naturel que je me montre en petite culotte et que ça me dérange pas. Mais voilà et effectivement, au quotidien, bah, dans la vie personnelle, c'est ça, c'est que, je dirais que le côté passe du coq à l'âne, le côté obsession aussi, ça peut être difficile, à vivre, et c'est vrai que, bah, on peut s'en vouloir, on peut culpabiliser, on peut avoir honte de tout ça, Mmh. hein, de dire: «Mais je vois que je suis différente, je vois que je fonctionne différemment, pourquoi?» Donc oui, oui, accepter son trouble, c'est le plus important et le comprendre, quoi. Et dans ta vie de maman, est-ce que ça a Mmh. eu un impact? Je pense que oui, je pense que, déjà, j'ai pas de très vite, je me suis, intéressée à l'éducation bienveillante, j'ai fait beaucoup de stages, Mmh. parce Tu qu'en vas à fait, je fond. voyais C'est ça, ouais, en fait, je crois qu'il faut repérer ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu t'intéresses à quelque chose, ah tu oui, vas à fond. C'est ah vraiment bah, à fond complètement. et alors du coup, je vais on va revenir sur cette Mmh, question de la parentalité, mais après oui, j'aimerais vraiment que tu montres à quel point ça peut être un avantage parce qu'on peut quand même mmh, dire que tu deviens presque experte de plein ah de oui. domaines à la fois. Bah, clairement, bah, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon blog sur l'éducation bienveillante, donc c'est vrai que j'avais mon travail de monteuse vidéo à côté, mais j'étais intermittente du spectacle, donc ça me permettait à côté d'avoir du temps libre pour, mes intérêts, mes passions. Donc mon blog, effectivement, quand je me suis intéressée à l'écologie, que j'ai fait des stages, des trucs, des machins, au final, j'ai participé à des livres, j'ai fait des conférences sur le sujet. Enfin, c'est vrai qu'au final, à chaque fois, je suis tellement à fond que ça m'emmène quand même à faire des choses, on va dire, plus professionnalisantes ou, Mmh. en tout cas, par exemple, les conférences, les trucs, les machins. Hem, Ensuite, quand j'étais sur l'écologie, pareil, sur la cosmétique maison, j'ai participé à des livres, Mmh mh. donc effectivement, ce truc qui peut être un peu fatigant pour les autres, je dirais que moi, dans ma vie du quotidien, le plus difficile, pour les gens, l'extérieur, je dirais, c'est de me voir mettre une énergie folle dans tous ces sujets-là. Genre presque pas dormir ou être à fond dans un truc. Non, c'est faux, je dors quand même. Parce que sinon je sinon je peux pas. Manger et dormir, c'est quand même ma passion et voir que finalement, c'est marrant, mais ce côté un peu de la méritocratie, le côté: «Oui, mais ça te Mmh. rapporte pas d'argent, donc ça sert à quoi?» Mmh. et j'avais du mal à leur expliquer qu'en fait, c'était vital pour moi, presque aussi vital que de manger, que de dormir. Le côté nourrir mon cerveau et le côté m'épanouir et avoir un intérêt dans lequel je me mets à fond, même si ça semble pour les autres effectivement assez fugace et assez peu, rentabilisé au final, bah, pour moi c'était hyper important pour mon équilibre personnel, en fait. Mmh. C'est vraiment cette idée d'harmoniser les sphères de toute ta vie, en fait. C'est vraiment cette idée de: «OK, il y a des choses, la réussite, elle est pas que financière, la réussite, elle est pas que, moi, par exemple, je le vois par rapport à mon travail, sur les réseaux, ça a toujours été: «OK, si j'ai touché une personne et si je vais aider une personne à vivre mieux, à kiffer sa vie, bah, j'ai gagné, en fait» et c'est marrant, mais ça, c'est vrai que souvent les gens, ils sont là: «Ah bon, OK, d'accord». Tu vois? Mais oui, oui, je suis à fond dans les trucs, c'est clair, à chaque fois, ça me passionne et puis d'un coup, ça s'arrête, Et tu du vois? coup,
pour revenir à la question de la parentalité, tu nous disais donc tu t'es passionnée Mmh, sur la parentalité positive et en quoi ton c'est TDAH ça. a été une difficulté ou un atout peut-être? Parce que le fait de se Mmh, passionner comme ça pour la parentalité positive, c'est quand même, à mon sens, un atout pour tes enfants et oui. dans ta vie de parent. Franchement, oui, ça a été un atout parce que comme mon fils, en plus, est atypique, heureusement que j'ai fait ça parce que sinon, j'aurais alors, parce qu'en plus, il y a quand même une impulsivité et de la fatigue et tout, donc j'avais besoin d'apprendre à gérer, mes angoisses, accueillir mes émotions, accueillir, que, ben, parfois j'étais fatiguée, tous ces trucs-là, donc apprendre à en parler, c'était important et finalement, on le sait, hein, quand, nous, on apprend à mieux se connaître et à, se respecter, bah, on apprend aussi à nos enfants à le faire. C'est Mmh. évidemment des vases, communicants et en fait, je dirais que, j'ai pas beaucoup par exemple, mes enfants, ils ont jamais trop été punis. Bon après, j'avoue, j'ai quand même des enfants très cool, faut le dire. Mais c'est vrai que dans mon éducation, les gens pouvaient me trouver bizarre. Par exemple, j'ai allaité ma fille pendant 4 ans, Mmh. mon fils pendant 1 an, il voulait plus, ça c'était particulier, les gens comprenaient pas. Je dirais que c'est vachement dans ce truc d'acceptation de soi et de nos limites et surtout, j'ai l'impression que moi, dans mon éducation, le TDAH a fait aussi alors, j'ai beaucoup d'atypie, hein, donc tout se doit se mélanger, mais je dirais que, le côté, je vais pas forcément écouter ce que j'ai lu dans un livre, je vais juste expérimenter et je m'en fous de ce qu'on pensera, je m'en fous de ce qu'on dira ou je fais le mieux pour mes enfants, en fait. Mmh. Carrément. Et peu importe ce qu'on dira, peu importe, ce que les gens penseront. Alors ça a été, autant fa en fait, c'est pour moi, c'était évident et pourtant c'était difficile à, vivre au quotidien par rapport à autrui. Parce que le problème, il vient toujours des autres, hein, l'enfer, Mmh. c'est les autres, parce qu'en fait, moi, si j'étais dans ma petite bulle, mon petit cocon et que genre, je sortais pas, tout le monde enfin ça allait. Mais dès que je sortais, on me disait: «Ah bon, mais tu allaite? Mais ta fille elle a 3 ans. Ah bon, mais tu as des couches jetables. Ah bon, mais ton enfant, tu le punis pas, il va pas au coin. Ah bon, mes trucs et machin» et je dirais que même maintenant, le fait que par exemple, je vais vous dire un truc tout bête et je suis pas sûre que ce soit je sais pas si c'est lié au TDAH, aux atypies ou quoi, mais par exemple, moi, j'ai aucun problème à avec ma fille, on regarde Drag Race, tu sais, c'est un concours de drag queen. Donc Je ça parle connais pas. énormément, quand même d'homosexualité et d'acceptation. C'est pas du tout sexuel ou quoi, hein, c'est juste comment on vit quand on est différent et que, à l'extérieur nous montre, que c'est que qu'on est différent et comment on peut finalement sortir des injonctions et tout ça. Et l'autre jour, ma fille, elle parle de cette émission-là, Drag Race, à une copine à elle et elle dit: «Ah bah si, on pourrait regarder» et sa mère lui dit: «Ah non, c'est pas de votre âge», truc comme ça. Et C'est c'est peu vrai que moi oui, bah, c'est un peu bizarre parce qu'ils mmh. disent juste, bah, voilà, d les seuls trucs qui peuvent être un peu bizarres, c'est par exemple, il y en a qui se confient énormément sur leurs, différences et le fait d'être accepté par la société, tu vois? Donc le côté un peu, bah, voilà, quand j'ai annoncé que j'étais gay, j'ai été un peu rejetée, enfin voilà, mais sinon c'est tout, c'est juste des hommes qui se déguisent en femmes, bon bref. Mmh. Je dirais que j'ai une ouverture d'esprit qui souvent, je le vois, est différente Mmh. et après, il y a des côtés, plus ou moins faciles à vivre. Je dirais que les réunions parents-prof, au début, je parlais et tout et un jour, mon mec, il m'a dit: «Bon, tu sais quoi, ce qu'on va faire?» J'avais un peu peur du vide et je parlais, je parlais, je parlais. Il m'a dit: «Ce qu'on va faire, c'est que, quand tu sens que tu es un peu stressé, je vais plutôt parler» parce que je vais commencer à raconter ma vie et tout. Donc je dirais que, dans l'éducation de mes enfants, c'est chouette parce que je pense qu'ils ont des parents plutôt cool et plutôt ouverts et plutôt, je dirais, moi, je leur apprends vraiment à vivre ce qu'ils ont envie de vivre, mais j'arrive pas à savoir exactement sinon ce que ça change vraiment au final, tu vois, dans mon éducation et tout ça, à part ça, quoi. OK. J'avais une autre question, mais là, c'est sur le côté un petit peu plus pro. Tu nous as dit que tu accompagnais plutôt donc des femmes atypiques. Mmh. Quelles sont les difficultés qui reviennent souvent pour ces femmes? Et est-ce que tu as des petites astuces à partager si certaines nous écoutent et qui sont concernées? Déjà, ne pas se sentir seul, je pense que ça, c'est très important, s'entourer. Mmh. Franchement, je dirais que dans chez les personnes atypiques, l'environnement, il est tellement important. Parce qu'en fait, si tu es entouré de personnes qui te trouvent bizarre, qui te disent que tu es une feignasse, qui te disent, bah, enfin quand même, c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que si tout le monde à l'extérieur se passe sa vie à te dire que tu es bizarre, forcément, c'est compliqué, quoi. Je vois énormément de femmes qui sont vachement rattachées à leur famille, tout ça, et je dirais vraiment un truc qui est horrible, mais l'enfer, c'est les autres. Et pourtant, hein, j'adore les gens, hein, j'adore les autres, je suis bien entourée, j'adore mon mari qui a toujours accepté mes bizarreries et tout ça, mais c'est vrai que parfois, ça peut être tellement bloquant, en fait, d'être mal entouré. Mmh. Alors, le truc, ça va pas être de dire aux gens
Tu sais, comme un pervers narcissique: «Non, tu vas arrêter de voir tes amis et tu vas couper les ponts avec ta mère». Non, pas du tout, Non, 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 ne faites pas ça. c'est ça, Mais ne faites pas communiquer, ça. en tout cas avec eux, ça peut être Voilà. important, hein, c'est ça, En totalement. fait, c'est ça, c'est vraiment dire: «OK». Moi, j'aime bien parler, de faire des petits bilans avec les gens et même d'ailleurs, je le fais avec mes enfants. Alors honnêtement, c'est toujours un petit moment qui paraît pas naturel et parfois un peu gênant. Mon fils, il déteste, il a 14 ans, c'est un ado, il supporte pas qu'on parle d'émotions, de trucs, de machin. Mais faire des petits moments de réunion en famille ou avec ses amis en disant: «Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai envie qu'on parle de ça, j'ai envie qu'on parle de ci». Donc ça, je trouve que souvent, je te parlais d'acceptation du trouble, mais c'est aussi que souvent, on a ce trouble et finalement les autres entendent qu'on l'a, mais ils se disent: «OK, tu ça». Genre, c'est comme si tu leur disais, «J'ai acheté un pull gris», tu vois? Mmh. En fait, ils entendent, mais ils savent pas ce que c'est. Donc je trouve que c'est important, sans les saouler et sans y passer des heures, juste dire: «Bah, voilà, j'ai découvert un truc sur moi, ça touche ça, ça touche ça, ça touche ça». Et en fait, hem, ça, c'est important parce que je vois beaucoup de femmes être fatiguées, être épuisées et fonctionner comme avant, alors qu'elles ont compris pourquoi, elles avaient des difficultés. Donc ça, Mmh. accepter notre environnement, accepter notre fatigabilité, nos besoins, tu vois? C'est hyper important. Et communiquer, effectivement. Pour dire aux gens: «Bah, voilà, j'ai besoin de ci. Oui, je suis comme ci, oui, je suis comme ça et s'il te plaît, ne me le reproche pas parce qu'en fait, je ne fais pas exprès». Et par exemple, tu sais, il y avait une personne, hier qui me dit: «Oui», alors ça serait peut-être plus du côté de trouble du spectre de l'autisme, mais j'ai besoin de petites routines. Les gens, ils comprennent pas quand, par exemple, je vais à l'hôtel, il me faut une bouilloire parce qu'il me faut monter. Si j'ai pas monté, c'est mort, je vais être trop mal, je vais être en panique, j'ai besoin de ce temps, non, non, non. Et finalement, les gens disent: «Ah mais tu vraiment une diva, tu super chiante». En fait, si tu dis aux gens que ça, c'est un fonctionnement et que tu en as besoin et que c'est non négociable et que c'est pas parce que tu es chiante, c'est juste que ça te rassure et que ça te fait du bien. Mmh. Donc finalement, ça va être vraiment avoir des personnes ressources, c'est important. Avoir, des mots, sur lesquels on peut, voilà, communiquer et toutes ces choses-là. Et après, donc s'entourer, je trouve, de personnes atypiques, c'est génial parce que c'est vrai que ça permet de se dire: «Ah putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et puis tu peux communiquer avec des gens qui comprennent, qui entendent et tout ça, donc c'est hyper important. Et vraiment après je dirais, ben, moi j'ai pas mal de petites astuces, c'est vrai que voilà, je donne sur mon compte et tout au quotidien, mais ce sera plus au début on s'imagine que c'est des trucs un peu stupides ou futiles, tu vois? Par exemple, moi je dis aux gens: «TDAH, vous le savez, vous avez un nouveau carnet, vous êtes super excités et dans 3 jours vous allez plus l'utiliser». Du coup, je donne des petites astuces, pour justement un peu hacker notre cerveau. Comment avoir de la dopamine? Mmh. Comment, passer à l'action quand c'est difficile? C'est pour ça que je parle de body doubling, tu vois? Appeler quelqu'un et dire: «Viens, on fait ça ensemble». Mmh. Demander de l'aide, c'est hyper important. Demander de l'aide sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Faut pas avoir honte d'avoir des difficultés et après ça va être vraiment, ce côté, petites astuces. Parfois ça peut paraître enfantin comme astuce et un peu stupide, mais en fait moi j'adore, hem utiliser l'idée que les personnes avec un TDAH, souvent, elles ont un brouillard dans la tête et clarifier ou hiérarchiser les informations, c'est hyper compliqué et donc passer à l'écrit, moi, j'apprends vachement ça et c'est surtout, faire des tableaux, par exemple. OK, il s'est passé ça, j'ai vu ça, j'ai senti ça, objectivement en fait, passer des pensées limitantes ou des croyances limitantes à des, croyances qui vont être plutôt empouvoirantes et puis, au final, capter les schémas répétitifs, pour arrêter de se cogner à des murs. En fait, ça va vraiment être trouver des choses pour clarifier notre vie et finalement, voilà, trouver des choses pour, le vivre mieux et je dirais que c'est vachement sur l'auto-motivation, sur l'auto, évaluation de soi. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est qui est vraiment génial dans le développement personnel, c'est ce côté, je vais m'auto-analyser, je vais m'auto-observer pour réussir finalement ensuite à, bah, me comprendre. Tu sais, on dit souvent: «Pour comprendre quelque chose, faut l'observer» Mmh. et nous, souvent, on s'observe pas. Mais j'en Ouais. parlais même avant par rapport à nos cycles, nous les femmes, tu vois? Si tu captes pas que tu as ton syndrome prémenstruel une semaine avant d'avoir tes règles et qu'à ce moment-là, tu es juste en PLS, que tu as plus de dopamine, que tu as plus rien, que du coup, tu es épuisée, que tu es de mauvaise humeur et que tu es triste, si tu t'es pas auto-observée et que tu vois pas que ça arrive et que tu comprends pas les schémas qui se passent, bah, tu t'en veux, tu comprends pas, tu subis, tu quittes ton mec, tu dis: «Non, c'est un con», alors qu'il y a une semaine, tu l'aimais, tu dis: «Je comprends pas». Donc en fait, moi, ce que je fais vachement, c'est ça, c'est que, là, j'ai une formation pour les personnes TDAH et en fait, c'est beaucoup, de l'auto-observation, Mmh. pour apprendre et ça peut paraître un peu bête et tout, mais j'aime bien le coaching collectif aussi pour justement se poser des questions et c'est pour ça aussi que le tarot, les cartes aident vachement
Parce que quand on a du mal à mettre des mots sur nos émotions ou sur les choses qu'on vit, ça peut aider à faire sortir des trucs et des machins par rapport aux images et tout. Donc voilà, les techniques, elles sont, hyper vastes, mais il y en a beaucoup et franchement, ça change tout, en fait. Mmh. Mais après, j'allais dire un truc chiant qui va saouler les gens, mais la discipline, voilà, l'acceptation du trouble et la discipline, c'est important. Mais la discipline dans les routines, tu vois? Ouais. Insérer tes intérêts spécifiques dans tes routines, dans ta discipline, en fait, il y a moyen de rendre ludique sa vie, Mmh. heu et de kiffer, quoi. C'est possible. Et du coup, on va terminer sur une question, parce que tu sais que dans ce podcast potentiel, pour moi, c'est aussi très important de, certes, panier les difficultés, mais essayer de voir les choses positivement et Mmh. je crois que dans ton travail, c'est ce que tu fais aussi. Si tu devais nous citer, des avantages, alors si on peut parler d'avantages, bien sûr, mais en tout Mmh. cas de points positifs, heu, avec un TDAH, ça serait quoi? Et ben, ce serait clairement on est un en fait, je crois vraiment, ça va paraître peut-être, des gens vont se dire: «Bah, dis donc, elle est un petit peu, hautaine celle-ci ou égocentrée ou je sais pas quoi». Mais, je pense qu'on est inspirant parce que, voir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut, faire les choses différemment, que, on peut se poser aussi des questions et ben, je pense que c'est inspirant et je le vois parce que, à chaque fois que je vois quelqu'un sur les réseaux qui partage des choses et qui est hyper authentique et tout ça, Mmh. je sais pas, par exemple, je pense à Léna Situation, c'est une blogueuse hyper connue en Mmh. France. Elle a un TDAH et à chaque fois que je vois quelqu'un que j'adore et qui m'inspire et qui partage autant du bon que du moins bon, qui se montre comme elle est et tout ça, à chaque fois, la personne au bout d'un moment, elle dit: «Oui, j'ai un TDAH». À chaque fois, je suis là genre: «Oh, c'est fou». Tout s'explique, tout s'explique. Mais ce côté oversharing et tout ça et sans filtre et Ouais, c'est nanana fait qu'effectivement, sur les réseaux, énormément de personnes atypiques sont représentées, en fait. mmh. Merci et alors il y a une question que j'aime bien poser, aux professionnels à qui je montre, c'est, selon toi, quel est le potentiel que les atypiques explorent le moins en général et qui, tu sais, où tu te dis en tant que professionnel: «Ah, c'est dommage quand même!» Ah punaise, c'est une bonne question ça. Ouais. Le potentiel qu'on exploite le moins, je pense que ce serait le justement, les personnes qui osent pas assez partager aux autres, garder pour soi. Mmh. Je pense que c'est important de partager, À peu part du importe ouais, à pardon, vas-y. qui, tu vois? Enfin, Oui. par exemple, même à la machine à café, même au truc, partager et parler et je pense que, rien que le fait de parler aux autres souvent, juste des fois, tu vas chercher un accompagnement chez une psy ou un coach ou quoi et en fait, tu te rends compte que simplement en parlant, Mmh. ça te fait du bien et je trouve que souvent on garde trop les choses pour nous et le potentiel, ce serait vraiment de s'expanser en fait, d'extérioriser les choses. D'oser, de pas avoir peur d'être jugé finalement, C'est ça. Bon, ouais. je dis pas que c'est facile, mais Non, bah mais effectivement, à chaque fois je me dis: «Ah punaise, mais c'est incroyable, Hem, ton expérience est tellement riche, tout ce que tu fais, c'est tellement riche». Tu Par exemple, la dernière fois, j'ai coaché une personne qui faisait de la forge, donc intérêt spécifique assez compliqué parce que quand même elle faisait de la forge, sur des, lampes qui faisaient, 2 mètres de haut. Mais je me dis: «Waouh, mais c'est incroyable!» Moi, c'est ce que je trouve sublime chez les gens ouais. et magnifique, c'est que je trouve que c'est des diamants, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça, à multifacettes que je trouve sublime et parfois on a honte de ces multifacettes, on a honte Ouais. de ce côté un peu, coq à l'âne, alors que c'est riche de ouf, je trouve, vraiment. Merci Marie, merci, merci pour Merci! cette authenticité. Vraiment, un grand merci. J'ai adoré, t'écouter. J'espère que ça sera pareil pour les auditeurs. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cet épisode s'il vous a parlé et bien sûr, je vous mets toutes les informations, du compte de Marie en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement, suivre tout son travail. Je sais que tu as également un podcast, donc vraiment, faut pas Oui, hésiter à y aller. Je mettrai merci beaucoup. mais un grand merci d'avoir accepté l'invitation, c'était un plaisir de t'écouter et voilà, ça donne presque envie à tout le monde, je pense, d'avoir un TDAH. Oui! Mais en tout cas de l'assumer, de Merci. l'assumer. Ouais, c'est ça. C'est important d'assumer. On a peut-être qu'une vie, faut en profiter. Carrément. Merci! Merci beaucoup. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!